bonjour à toutes et à tous. On va pas se présenter, il y a des noms qui sont écrits là et on va pas vous barber trop avec une présentation de nos CV. Le but de cette session, c'est ça va surtout pas être de vous fournir des réponses. On va pas vous dire quelle est la bonne chose à faire, quelle est la mauvaise chose à faire. C'est pas notre rôle. On est plutôt là pour vous aider à vous rendre compte qu'il y a des questions éthiques à se poser parfois et savoir un peu quand c'est. Aussi trouver comment vous placer. On va essayer de vous aider à trouver un peu comment vous vous alignez par rapport à différentes choses. Et enfin, la partie réelle de prise de décision et de s'y mettre, quoi. Voilà. Pour ceux qu'on aurait besoin, on a le script qui est disponible en ligne. On va essayer de pas trop dévier, pas trop improviser, voilà. Mais si besoin, il est là. On le remettra à la fin aussi. Si vous avez des difficultés à entendre ce qu'on dit et que c'est plus simple de lire, on a écrit un script qui est à peu près ce qu'on va dire. Non, c'est bon. Ah, pardon. C'est bon. Ok, donc on va commencer par une chose assez importante. Déjà, nous, pourquoi est-ce qu'on a eu envie de faire ce talk ? Il y a déjà un truc important, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup de gens dire non, mais cet outil est absolument super, mais si on met toutes les considérations éthiques de côté, et donc on voudrait vous poser la question, qui ici a déjà été confronté à un choix éthique dans sa carrière ? Il y a une bonne moitié. Il y en a quand même beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'est très bien. Bon. Eh bien déjà, on va commencer par se demander, éthique, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est concrètement en fait ? Qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette ? Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique ? On a commencé par regarder simplement dans un dictionnaire. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne fait plus trop en ce moment, mais on s'est dit, on va regarder dans le dictionnaire. Donc le Larousse, un des dictionnaires qui existe encore, dit que c'est l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? En fait, l'éthique, c'est quelque chose qui est fondamentalement personnel. Voilà. L'éthique va différer en fonction des personnes, et on ne va pas pouvoir comparer. Moi, je ne peux pas comparer mon éthique avec celle de Jean, ni avec la vôtre. Voilà. Chacun va avoir son éthique personnelle. L'éthique, ce n'est pas associé aux sentiments. L'amour, la haine, tout ça, ça ne fait pas partie de l'éthique. La religion non plus ne rentre pas dans cette notion d'éthique. La religion va apporter une certaine éthique, mais qui ne correspond pas à tout le monde. La loi aussi, c'est pas l'éthique. Voilà. Parfois, les lois, justement, sont un petit peu contraires à notre éthique personnelle. L'éthique, ce n'est pas non plus une norme culturelle. Effectivement, en fonction de comment on a été élevé, on va avoir une certaine éthique et qui peut être un peu similaire. Mais voilà, c'est pas une norme. Et puis, c'est pas une science non plus. La science n'est pas éthique. Il y a eu des expériences scientifiques clairement pas éthiques. Le projet Manhattan, je ne sais pas si c'était très très éthique. Le clonage, il y a eu pas mal de questions qui se sont posées dessus. Voilà, donc, on met déjà tout ça de côté quand on parle de l'éthique. Et oui, et l'éthique, donc ça varie en fonction des personnes, ça varie aussi. C'est aussi une notion qui varie en fonction du temps. Voilà, il y a eu des périodes où on ne se posait pas ces questions. Au moment de la période où il y avait de l'esclavagisme, c'était pas un problème éthique en fait. Ça. Enfin, sauf pour les personnes qui étaient mises en esclavage, sûrement. C'était peut-être pas génial, mais les personnes qui utilisaient des esclaves au quotidien, pour eux, c'était pas un problème. Il n'y avait pas de souci éthique là-dessus. Donc c'est vraiment une notion qui évolue au fur et à mesure du temps. Ok, donc on va prendre quelques exemples rapides d'autres secteurs, parce que la question de l'éthique, c'est une question qui est prégnante dans beaucoup de secteurs. On va commencer par la médecine, où il y a le serment d'Hippocrate qui est à la base du code de déontologie des médecins. Il y a encore plusieurs universités, même en France, où on continue de prêter serment quand on devient médecin. Il y a un conseil de l'ordre qui est là pour s'assurer du respect de ce code de déontologie. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a un code de déontologie auquel les gens adhèrent avec
parfois des conséquences graves si on ne le respecte pas. Il y a quand même des gens qui ne le respectent pas, c'est déjà arrivé, on a des exemples en tête en fonction des différentes actualités, notamment de la précédente pandémie Covid. Voilà. Donc la médecine est un des plus connus, je pense, où l'éthique est vraiment un sujet important. Il y a aussi une charte éthique au niveau du journalisme. Tous les journalistes n'y adhèrent pas, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ils jurent, entre autres, de respecter la dignité des personnes, la présomption d'innocence, l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité. Voilà. Et ils promettent d'exercer la plus grande vigilance avant de diffuser des informations, d'où qu'elles viennent. Voilà, voilà, évidemment, donc c'est pas une charte auquel ils sont obligés d'adhérer. Il y a d'autres initiatives, entre autres en Belgique. Il y a la coopérative Médor en Belgique qui a créé une approche déontologique du journalisme pour faire du journalisme robuste. Donc leur objectif, c'est d'être bon, heureux, utile et de durer longtemps. Donc je pense que tout le monde doit pouvoir adhérer à cette charte. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que durer longtemps, c'est dans une deuxième phrase, parce que pour eux, pour pouvoir durer longtemps, il faut ceux d'avant. Donc être bon, heureux et utile. Donc dans l'administration, c'est là que je travaille, donc les agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou stagiaires, sont tous soumis à une obligation légale de déontologie. Il y a une loi qui a été publiée, donc qui a été révisée en 2016, et qui est surtout là, je vais caricaturer, mais c'est surtout là pour préciser ce que c'est que le conflit d'intérêts et que c'est pas bien, et comment sont structurées toutes les choses autour de ça. Ça va surtout parler de conflit d'intérêts. Ça parle aussi d'autres choses, mais on va pas éterniser trop là-dessus. Mais c'est aussi donc un domaine où l'éthique est importante, et en fonction de l'administration et des domaines potentiels de recherche et d'action, il y a des fois des spécificités supplémentaires. Et le dernier exemple qu'on va vous donner, c'est 4 exemples parmi beaucoup. Hein, c'est le code de déontologie des avocats. Voilà. Du coup, il est long, je suis désolée, il faut que je retourne vers mes notes parce que. Donc, c'est un peu la pierre angulaire de notre système judiciaire actuel. Donc, ça propose sur 16 principes qui sont répartis en 3 volets. Ça ressemble un peu au manifeste agile en fait. C'est donc, il y a le premier volet, c'est les valeurs du serment, donc la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité. Il y a aussi des principes professionnels, l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie, et des principes à l'égard des clients, compétence, dévouement, diligence et prudence. J'espère que vous avez bien pris des notes, parce qu'après... donc là, par contre, dans ce cas-là, il y a des conseils de discipline qui sont mis en place si jamais les avocats vont à l'encontre de ces principes. Donc dans le numérique, je suppose que vous êtes tous au courant parce que vous avez signé la charte de déontologie, voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc c'est un domaine c'est une industrie qui est franchement jeune, qui n'est pas du tout régulée, on fait ce qu'on veut. Il y a eu différents types enfin tous les types de logiciels peuvent être produits, du plus vertueux au plus douteux. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Si vous avez aucun exemple de logiciel franchement douteux, je vous félicite et j'aimerais bien être comme vous. Par contre, il y a eu quelques tentatives. On peut citer, on va citer Google, tiens, avec leur Don't Be Evil. Ils se sont dit, j'ai oublié le nom de l'ingénieur qui a proposé ça, mais voilà, ils ont proposé de mettre Don't Be Evil, qui était très peu de mots, très difficile à déboulonner. Bon, en 2018, ils l'ont enlevé. Donc, comme quoi, voilà.
Et il y a aussi, alors ça c'est un peu plus récent, même s'il y avait eu des prémices assez tôt, c'est l'Organization for Ethical Source qui promeut beaucoup de choses. Allez voir ce qu'ils font plein de trucs bien. Mais en ce moment, ils appuient vraiment sur une licence logicielle qui est basée sur Hippocrate, qui s'appelle l'Hippocratic License. Donc c'est du code ouvert, mais pas libre, parce que dans le logiciel libre, il ne faut pas oublier qu'on ne peut donner aucune contrainte. Donc si par exemple on tente de créer une licence logicielle qui dit que ce code ne peut pas être utilisé pour fabriquer des armes, du coup c'est plus du code libre. Voilà. Donc eux, ils ont une proposition qui est autre, et l'Hippocratic License, c'est déjà la version 3, si je me souviens bien, donc ça date un peu, mais voilà, il y a eu du mouvement quand même dans le monde du logiciel et dans le monde du numérique pour tenter de faire des choses un peu plus tournées vers l'éthique. On va vous proposer un tout petit exercice qui est basé sur Trees, qu'on va pas faire là, on va essayer de... on vous invite à le faire chez vous. Je ne sais pas si vous connaissez Trees, mais du coup vous allez le connaître très vite. Vous imaginez une situation apocalyptique, donc là le numérique le moins éthique pour vous possible, toutes les pratiques les pires, vous essayez d'imaginer ce que c'est. Une fois que vous avez fini de faire cette partie un peu brainstorming, où vous pouvez donner libre cours à votre imagination, vous revenez sur tout ce que vous avez noté, vous dites ok, parmi tous ces trucs là, qu'est-ce qu'on fait déjà un petit peu. Voilà. Vous verrez, c'est rigolo. Ça va vous donner des pistes, au moins vous, de choses sur lesquelles vous pourriez agir pour ne pas aller vers un futur qui vous déplaît fortement. Voilà. On va vous donner quelques pistes pour vous aider dans cette réflexion. À savoir les impacts déjà du numérique, tels qu'ils sont actuellement. Voilà, il n'y a même pas besoin de se projeter, hein, c'est tels qu'ils sont actuellement. Donc on va commencer par les impacts économiques. Voilà, société capitaliste, tout ça. Excuse-moi. Donc, le numérique a complètement chamboulé la société économique. Voilà, le numérique est partout et accélère beaucoup de choses. Ça a été un gain de temps et du coup un gain d'argent hein, pour beaucoup d'entreprises. Donc l'automatisation de certaines tâches un peu rébarbatives a permis de réduire des coûts. Ça a aussi permis des licenciements. Bon, hein, voilà. Mais le numérique, c'est aussi un coût qui est non négligeable pour beaucoup de structures, avec des obligations légales qui arrivent aussi et qui sont coûteuses. Typiquement, actuellement, il y a l'arrivée de la facturation électronique, qui est un coût non négligeable pour les toutes petites structures qui n'ont pas les moyens de se payer les logiciels qui permettent cette facturation électronique, parce qu'évidemment, elles sont payantes et c'est pas donné. Voilà. Ou le marché, tout simplement le marché. Alors, fut un temps, on ne pouvait pas avoir un site web commercial sans avoir son petit chatbot. Là, on ne peut pas avoir un site tout court sans avoir son IA qui est intégré. Voilà, et évidemment, tout ça, ça a un coût non négligeable. En parlant juste des coûts économiques, hein, on parlera du reste après. Ok, donc il y a des impacts sociaux, donc Cécilia a parlé de licenciement. Dans les impacts sociaux, il n'y a pas que ça. On a le numérique qui est partout. On parlait de 31% des Français qui se sentent pas bien quand ils voient pas leur téléphone. Dans un talk précédent, voilà, le téléphone portable est un peu partout, il est de plus en plus obligatoire, on arrive à vivre sans, mais c'est difficile. Et ça, on a ça pour le téléphone portable, pour l'ordinateur portable un peu aussi, tout le monde part du principe que tout le monde en a. Du coup, tous ces outils sont faits pour des gens qui en ont, et on commence à sabrer un peu allègrement dans les solutions qui n'utilisent pas ces outils. Donc vous voulez vous divertir, vous avez besoin d'un téléphone, vous voulez communiquer, vous avez besoin d'un téléphone, ou d'un ordinateur, mais voilà, tout se fait via le numérique. Du coup, il y a une jolie fracture qui se pose, parce qu'il y a des gens qui... alors ça peut être par choix, hein, n'en ont pas, mais il y a aussi des gens qui n'en ont pas les moyens. Il y a de l'électronisme aussi, donc les gens ne savent pas s'en servir du tout. Et aussi, il y a des gens qui ont des handicaps. Alors, parce que si vous faisiez partie des personnes qui ne connaissaient pas de logiciels douteux, vous faites peut-être partie des gens qui croient que tous les logiciels sont 100% accessibles.
Désolé, là par contre, c'est pas le cas. Ça c'est un. Il y a une belle fracture sociale de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que le milieu de l'informatique n'est pas franchement réputé pour être extrêmement proche de la totalité de la diversité de la population. Et les contenus qu'on a, toutes les données qu'on a sont majoritairement aussi issus des gens qui se servent des ordinateurs, en fait. Et du coup, tous les modèles qu'on va construire sur ces données porteront les mêmes biais. Donc, dans le cas des LLM, c'est le principe même des LLM, puisque c'est un modèle statistique, donc forcément ça reproduit les mêmes biais. Si je prends un exemple, il y a un article qui est paru il y a, je crois qu'il date d'il y a 1 ou 2 ans, qui disait qu'il y avait encore 9% de plus de chances d'être considéré comme un obstacle par un logiciel de détection de personnes pour les voitures, et de calcul de la route pour les voitures automatisées. Donc on a 9% de chances de plus d'être considéré comme un obstacle et pas comme un piéton quand on n'a pas la peau blanche. Voilà. Donc du coup c'est important de s'en rendre compte parce qu'évidemment l'algorithme est prévu pour que si on ne peut pas faire autrement, on percute l'obstacle et pas le piéton. En sachant que ce biais a été réduit, parce que moi de mémoire, quand les premières Tesla ont roulé, on était à 17-18% de chance de plus. Donc voilà, c'est assez problématique pour faire un euphémisme flagrant. Voilà. Donc voilà, du coup il y a la représentation et les biais, c'est aussi un gros impact social parce que il y avait aussi une période où des élèves aux États-Unis, des élèves qui voulaient faire publier des papiers de recherche, les faisaient passer d'abord dans des LLM pour blanchir le langage. Et parce que ça augmentait leur chance d'être acceptés, leur papier, et dans les faits, ils avaient raison. Le contenu perdait en qualité, mais ça passait plus facilement les jurys. Voilà. Donc voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a toutes ces choses-là derrière. Et il y a aussi des impacts écologiques, parce que l'industrie du numérique est une industrie extrêmement polluante. Effectivement, au quotidien, on ne s'en rend pas compte, parce que notre smartphone, notre PC, on ne produit pas une espèce de fumée noire comme nos voitures, mais il y a énormément d'impact. Le principal impact est à la fabrication des terminaux. Donc, pour fabriquer ces terminaux, on a besoin de minerais qu'on va aller récupérer dans des mines très très loin de chez nous, comme ça on ne voit pas toute la pollution de l'air, de l'eau, des sols, parce que les 200 morts dans le dernier effondrement de mine, voilà. C'est ça, voilà. Donc, c'est une pollution franchement atroce. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Ouais. Je vais encore faire une crise de panique. Voilà. Donc, on a ce gros problème de pollution à la fabrication des terminaux. Et quand on a nos machines qui sont fabriquées, elles sont très rarement réparables en fait. Pas grand monde qui a des PC, des smartphones facilement réparables. Maintenant, tout est miniaturisé, c'est très compliqué, tout est soudé ensemble. Et d'ailleurs, les fabricants ne veulent pas trop qu'on les répare en fait, parce que leur but c'est d'en vendre toujours plus. On revient un peu sur l'économie. Mais donc, on va essayer de les réparer. Et quand le marketing ne nous demande pas de renouveler aussi notre matériel, parce que quand il y a un nouvel iPhone qui sort, il faut absolument aller l'acheter. C'est très très important d'avoir le dernier téléphone. Et c'est aussi important parce que les précédents n'arrivent plus à faire tourner les logiciels en fait. Et ça, c'est pas que de la faute des fabricants en fait. C'est un peu de notre faute aussi. On a aussi nous aussi cette course à la dernière techno, mais qui en fait consomme énormément de ressources et fait qu'elle ne fonctionne pas sur les anciennes machines. Donc le but, c'est d'essayer de les garder les plus longtemps possible, ces terminaux. Et quand ils arrivent en bout de vie, qu'est-ce qu'on en fait? On se dit qu'ils vont être recyclés? Et en fait non. Voilà, parce que effectivement tout est miniaturisé, on ne peut plus séparer les ingrédients des uns des autres. Et nos machines finissent dans des décharges à ciel ouvert.
à peu près au même endroit qu'il y a les mines, donc loin de chez nous, où on ne les voit pas, et elles continuent de polluer l'eau, les sols, et de provoquer pas mal de problèmes auprès des populations qui vivent ici. Voilà, super. On est hyper positif. Ok. Donc, donc nous, on peut faire des choix individuels, bien sûr, hein, sur nos outils, sur comment on consomme, etc. Mais là, on était plus sur les choix, les décisions en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans le numérique, pour prendre des décisions qui ont des impacts éthiques? Donc, on va commencer par des choses assez simples. Le choix des clients, ou le non-choix des clients. Et des gens pour qui on travaille, etc. Je vais prendre un exemple en premier. Je vais prendre l'exemple de Capgemini qui, il n'y a pas très longtemps, suite à un tollé global, s'est retrouvé à vendre sa filiale qui venait de décrocher un énorme contrat avec ICE. En fait, même dans un contexte un peu tendu, un contexte économique un peu tendu, parfois on aurait raison de se positionner éthiquement et de dire voilà, moi je travaille pas pour notre entreprise, je travaille pas pour ce genre de client, c'est non, ou au contraire, nous on fait que ce genre de choses, etc. Parce que des fois, en fait, en prenant ce genre de position, c'est positif pour l'entreprise. Tout le monde sait à peu près les valeurs et tout. Du coup, il y a même des gens qui disent en fait, c'est une entreprise qui coûte un peu plus cher que les autres avec qui je bosse, mais je suis plus raccord avec ce qu'ils font, donc je vais faire ça. Donc voilà, c'est le choix des clients, ça reste un truc assez grand, mais qui a un impact. Autre choix qui est assez impactant, c'est le choix de recrutement. Quand on fait du recrutement, quel type de profil est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher plus de diversité, ou est-ce qu'on va chercher on a déjà que des hommes blancs d'une trentaine d'années, on va rester comme ça parce que ça marche bien. Voilà, ou est-ce qu'on va essayer de élargir un peu les horizons et de s'ouvrir? Truc de fou. Et idéalement essayer de trouver des personnes avec qui on est aligné éthiquement. Et parce que chaque recrutement va changer la dynamique de l'entreprise, c'est normal. Une entreprise, ça vit, ça évolue. Voilà, si votre entreprise n'évolue pas, posez-vous des questions. Peut-être qu'elle est un peu en mode zombie. Voilà. Et donc tous ces recrutements vont faire évoluer l'entreprise, et peut-être qu'elle va évoluer d'un côté qui ne va pas nous plaire, nous correspondre d'un point de vue éthique. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir un alignement. On en revient toujours à cet alignement de toutes les personnes dans l'entreprise. Le télécommande, c'est bon. Voilà. Donc on va un peu... Je vais prendre un tout petit peu de temps pour adresser l'éléphant dans la pièce. Donc on va reprendre un peu les trois angles qu'on a vus avant, économique, social et écologique, pour parler de l'utilisation de LLM dans les entreprises. Si on prend la partie économique, si je vais chercher les trucs positifs d'abord, on a plein de gens qui s'en servent et qui disent qu'ils font de l'argent avec. Il y a aussi pas mal d'études qui ont tendance à montrer que dans le monde du développement en particulier, les informaticiens ont tendance à surestimer combien ça leur apporte, et que quand on mesure, on tombe sur des chiffres beaucoup plus faibles. Je me souviens d'une étude qui remonte peut-être à 2023, je crois, où c'était les gens disaient qu'ils gagnaient 40%, et quand on mesurait, ils gagnaient 2%. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Et par contre, alors il y a un site qui s'appelle EasyEye Profitable Yet, qui est basé sur des données publiques ou estimées. Je vous encourage à aller regarder. Ça montre un peu le système dans sa globalité, donc tous les fournisseurs d'IA et les quelques entreprises qui leur fournissent notamment Nvidia, qui leur fournissent des composants. Le bilan, c'est non. Voilà. C'est pas du tout rentable. C'est un système qui économiquement à l'heure actuelle n'est pas rentable du tout. Donc il y a notamment des gens d'ailleurs chez Nvidia, côté développement, qui disent qu'ils partent du principe que les agents coûteront plus cher que les développeurs et qu'ils ne voient pas ça changer jamais. Voilà.
Donc peut-être que ça ira plus vite, mais en tout cas ça coûtera plus cher. Donc voilà, donc il y a le point économique, le point social, bon, plein de gens s'en servent, les gens arrivent à faire des trucs qui leur améliorent leur quotidien pour pas mal d'entre eux, c'est plutôt cool. Et on parlait de casse sociale, voilà, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a aussi du burn-out, enfin, voilà. Côté social, c'est pas tout rose non plus. Et alors, le côté écologique, je suis intéressé si des gens ont des avis positifs, enfin des apports faits par les LLM dans les entreprises d'informatique au niveau écologique, mais j'en ai pas trouvé. Par contre, le truc, c'est que les data centers sont construits sur des terres agricoles. Ils consomment une quantité d'eau bleue obligatoirement qui est énorme. La consommation électrique est dantesque. Si on prend, je crois que c'est dans l'Utah où ils prévoient un nouveau data center IA qui va consommer deux fois la consommation électrique de l'État entier. Il y en a un aussi qui est fait en Louisiane qui va consommer autant que Los Angeles au total. Et tout ça sur des centrales à énergie fossile. Donc le bilan écologique n'est pas terrible. Voilà. Et en plus sur les machines, parce qu'on parlait avant, Cécilia vous parlait de l'impact des machines, il se trouve que les data centers IA usent plus vite les machines que les autres data centers, donc on fait encore plus souvent des machines et on les renouvelle encore plus. Voilà. Si vous aviez besoin de barrettes de RAM, vous pouvez encore attendre. Il faut déjà en trouver. Donc là, c'est des questions qui se posent vraiment à l'échelle des entreprises, des hautes sphères de l'entreprise. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis pauvre développeuse, pauvre développeur. Moi, tout ça, là, j'ai pas la main dessus en fait. Hein, c'est la direction et je ne peux pas prendre ces décisions. En fait, on a aussi des petites zones de pouvoir sur lesquelles on a des questions éthiques aussi à se poser en tant que développeur ou ops. La première, c'est l'hébergement de l'application. Alors, encore une fois, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'AWS, qui est un des gros hébergeurs. Alors, reprenons les trois axes. Donc, on va commencer par le social. Les serveurs d'AWS sont situés en majorité sur le territoire des États-Unis. Est-ce qu'on est OK avec ça, avec ces problèmes de souveraineté des données, avec le Cloud Act? Est-ce qu'on est, que le gouvernement américain puisse accéder à tout ce qu'on a sur nos serveurs sans qu'on le sache et sans nous demander l'autorisation? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on est OK? On peut être OK avec ça. Mais voilà, faut se poser la question. D'un point de vue écologique, donc on en parlait, hein, le renouvellement des parcs est très fréquent. C'est un peu même leur fer de lance marketing. Hein. Ils ont des machines hyper balèzes, toujours à jour. Voilà. Donc fut un temps où AWS, comme Google, ils prenaient des énergies renouvelables pour leur data center. C'est quelque chose qui a été oublié avec l'arrivée des LLM. Hein. Maintenant, ils redémarrent des centrales à charbon. Enfin, c'est vraiment le mix énergétique est absolument atroce sur ces data centers. Et puis, on a aussi la tension sur l'eau. Hein, et ça consomme énormément d'eau. Et voilà. À un moment, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on préfère avoir de l'eau pour les humains et les animaux, ou est-ce qu'on va préférer de l'eau pour refroidir des serveurs? J'espère que on verra le choix qui sera fait. Ouais. Mais il y a aussi des choix économiques. Il faut savoir qu'AWS, c'est 56% maintenant des bénéfices d'Amazon. Donc Amazon, c'est plus du tout une plateforme d'e-commerce majoritairement. Hein. C'est un cloud provider en grande majorité maintenant. Qui peut avoir des problèmes de résilience aussi. Je ne sais pas si vous avez subi la grosse panne de 2025. Voilà, on voyait tout de suite qui était hébergé chez AWS ou pas, et à peu près la moitié d'Internet était down. Hein. C'était sans fallback. Et puis une question qu'il faut se poser aussi, c'est où va l'argent? Voilà. Donc, où va l'argent d'AWS? Dans la poche de qui?
dans la poche de Jeff Bezos, en grande majorité quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent Voilà, souvenez-vous des repas de tous les géants de la tech à la Maison Blanche, par exemple. Voilà. Vas-y. Eh ben non, c'est à toi. Okay. Donc, exactement le même principe que l'hébergement de l'appli, mais l'hébergement du code. Donc, je vais prendre un exemple très vite, hein, mais si on prend GitHub, il y a d'autres endroits où héberger son code, mais GitHub c'est hébergé chez Microsoft, donc même problème qu'Amazon. Cloud Act. Le Cloud Act, donc la souveraineté des données. Qu'est-ce qui est fait avec votre code? Il y a eu des moments au début de Copilot où les gens s'étaient rendus compte que le code que proposait Copilot, c'était exactement le code qui venait de leur repo qui était privé. Donc ça a un peu poussé. Voilà. Il y a aussi du problème économique. Même chose. Où va l'argent de Microsoft? En gros, au même endroit que toute la tech américaine. Donc faut être OK avec ça. Et puis ça a été... c'est pas un choix anodin de choisir où on héberge son code, surtout à l'heure actuelle où il est grandement question de souveraineté des données. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. Et puis dernier point, mais là qu'on fait quasiment quotidiennement, choisir une nouvelle librairie pour nous aider à faire un petit morceau de code. En général, quand on choisit une nouvelle librairie, on a notre petite checklist. Alors on va regarder le nombre de téléchargements, le nombre d'étoiles, la dernière mise à jour. Il y a un truc qu'on regarde plus rarement, c'est qui sont les mainteneurs de cette librairie en fait. Oui, il faut que je vais. Ok. Donc, est-ce que ces mainteneurs, est-ce que c'est une entreprise? Si oui, est-ce qu'elle gagne de l'argent avec cette librairie? Si elle gagne de l'argent avec cette librairie, comment? Est-ce que c'est juste en proposant parfois un peu du support? Ou est-ce que potentiellement il y a un truc un peu louche? Qu'est-ce qu'elle peut récupérer comme info qu'elle va pouvoir monétiser? Il faut réfléchir à tout ça. Et si c'est une communauté, est-ce que cette communauté est plutôt saine? Ou est-ce que c'est plutôt une communauté toxique aussi? Est-ce qu'on a envie de cautionner ça? Est-ce qu'en fait cette communauté c'est une seule personne qui gère tout le projet, qui est déjà en burn-out et qui se prend des demandes de fixe tout le temps et avec une communauté agressive voilà. Est-ce qu'on peut l'aider peut-être aussi? Faut se poser cette question et pas se retrouver dans ce fameux dessin d'XKCD qui fait un peu le tour du net depuis des années. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir aider cette petite personne ou essayer de réagencer un peu peut-être aussi notre architecture pour que ça soit plutôt inversé et aider ces problèmes de dépendance. En sachant que ça a des problèmes de sécurité. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder XZ. Voilà. Il y a eu des gens qui ont attaqué des librairies qui étaient gérées par une seule personne et voilà. Ça a failli être le drame. Enfin, ça a été le drame. Donc le bilan, c'est que ça fait plutôt bien le lien avec le précédent XKCD qui s'appelait Dependency. En fait, les trois trucs dont on vous a parlé, ce sont des dépendances. C'est-à-dire que est-ce qu'on est aligné moralement avec les dépendances qu'on s'ajoute dans son projet? Parce qu'à chaque fois, c'est bien beau de s'ajouter une dépendance, il n'y a pas de souci. Je suppose que tout le monde ici a déjà essayé de s'enlever une dépendance sur son projet, une fois qu'il a vécu avec. C'est pas si simple que ça, que ce soit techniquement, mais ça peut être aussi légalement, parce qu'une fois qu'on a signé des contrats pour un bout de temps, ou qu'il y a des licences, qu'il y a des choses comme ça. Donc il faut bien choisir avec qui on s'associe, où est-ce qu'on met son argent, où est-ce que ça va, et ce qu'on va faire avec. Et donc maintenant, on va vous reposer la même question qu'au début. Qui ici a déjà été confronté à un choix éthique dans sa carrière? Il a déjà ajouté une librairie à son projet. Bon. Ok, bon alors du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir faire très rapidement pour aligner sa propre éthique et la vie en entreprise, parce que c'est un peu le but de cette présentation.
La première étape, ça va être de tracer sa ligne rouge personnelle. Voilà, quelle ligne rouge vous n'êtes pas prêt à franchir éthiquement? Voilà, qu'est-ce que le truc, ou si ça se passe, c'est un no-go, vous partez tout de suite. Un exemple moi personnel, c'est je ne souhaite pas que mes développements puissent nuire directement ou indirectement à un autre être vivant. Voilà, si ça arrive, et ben moi je claque la porte. Voilà. Normalement, j'arrive même pas jusque-là. Ouais, de mon côté, c'est ne pas contribuer à des projets qui accroissent les inégalités. Donc, voilà. Et je vais continuer. Une fois qu'on a fait cette première étape, c'est pas mal de faire une pyramide avec 5 minutes. À la base les choses sur lesquelles on est prêt à faire zéro concession et puis sais pas, plus mais... on monte, moins plus c'est souhaitable. On va prendre quelques exemples en sachant que ces pyramides sont limitées dans le temps. C'est-à-dire que les choix éthiques que je fais maintenant, c'est pas les choix éthiques que je faisais quand j'avais 20 ans. Et c'est tout à fait ok. Et c'est lié aussi à un contexte. C'est-à-dire que dans un contexte vachement plus restrictif, ça peut changer, ou dans un contexte vachement plus ouvert aussi. Voilà. Alors moi, typiquement, ma pyramide, c'est déjà la sécurité des femmes dans l'IT. Voilà, c'est aussi, est-ce que si déjà sur le projet, dans l'entreprise, aucune des femmes ne se sent en sécurité, je m'enfuis. Ensuite, des relations saines, après plusieurs burn-out, du micromanagement, des machins, on finit par le mettre très, très important dans sa pyramide. Est-ce que le numérique responsable, c'est quelque chose qui est important? Et après, sur ce numérique responsable, est-ce que les objectifs de développement durable de l'ONU sont pris en compte? Alors, je ne vais pas épiloguer dessus, n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis, en tout dernier, est-ce que c'est intéressant techniquement? J'ai jamais eu besoin de monter aussi haut. Il y a toujours eu des concessions à faire avant, pour moi. Ouais, de mon côté, alors c'est un truc que je fais depuis un moment et qui m'a fait démissionner de plusieurs boîtes. Je travaille pas sur des logiciels qui servent pour faire de l'armement ni pour faire de la finance. Voilà. Et après, je cherche la solidarité du travail en équipe dans un environnement inclusif. Évidemment, du coup, j'ai moi aussi la phase... tous les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est ceux qui sont aussi repris par la France, si vous voulez regarder, c'est les mêmes pictogrammes, ils ont repris exactement les mêmes pictogrammes d'ailleurs, et tout ce qui est produits et techno, voilà, pareil que CCIA. Donc ça, c'est un travail à faire en introspection, voilà, très, très individuel. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est bien beau, on l'a sur notre cahier, voilà, super, mais l'idée c'est de le communiquer en fait, parce que si vous informez pas les gens de vos décisions et vos choix éthiques, jamais ça pourra évoluer, il va y avoir des problèmes. Ouais, ça peut avoir des risques, si vous pouvez vous dire. Notamment là, moi j'ai écrit, c'était écrit, tout le monde a pu voir, et ça va être filmé et tout. Est-ce que ça pose problème dans ma carrière de dire par exemple, moi je travaille pas pour l'armement et de la banque. Moi de mon côté ça m'a pas du tout posé problème, j'ai dit ça depuis le début, j'ai démissionné de ma première boîte à cause de ça. C'était assez clair pour tout le monde et en fait c'était même plutôt positif parce que ça m'a évité des entretiens qui servaient à rien. Et même quand j'étais en ESN, etc., quand les commerciaux, ils savaient très bien que ce type de projet, c'était pas la peine de m'emmener parler aux clients parce que ça allait pas bien se passer. Et que par contre, ils savaient que dès qu'ils avaient une mission qui était pas là-dedans, alors là, ça allait, moi j'allais être à fond, tout ça. Donc ils étaient très contents avec ça. Donc il faut au contraire communiquer dessus, et parce qu'en plus c'est difficile de s'aligner avec les gens si on se parle pas. Donc voilà, il faut pas trop hésiter. C'est sûr qu'on se met entre guillemets un peu en péril, mais après c'est ses choix, ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on est prêt à faire professionnellement, quoi. Ouais, et il faut trouver des alliés, donc c'était ça aussi la communication. Et alors ça, il faut pas hésiter à parler avec vos collègues, à discuter entre vous, à être dans différentes instances chez vous, dans le travail, etc. Ça peut vous aider il n'y a aucun changement de fond qui a été fait par des personnes seules, que ce soit dans l'histoire, dans beaucoup de sociétés.
le mythe du héros qui a tout changé, la plupart du temps c'est pas vrai, c'est quand même des collectifs. Et du coup, voilà, trouver les gens qui partagent vos valeurs en partie, etc. Ce sera toujours bien. L'union fait la force. Voilà. En parler quand vous avez un problème éthique, parlez-en à vos collègues. Alors déjà les collègues à qui vous avez confiance au début, parce que ça peut être délicat, mais vous allez trouver facilement j'espère pour vous, des personnes avec lesquelles qui sont alignées avec vous et à plusieurs on a moins peur de remonter les problématiques. Enfin, c'est le principe d'un syndicat, en fait. Oui. C'est ça. Et voilà, justement, quand vous êtes confronté à une situation que vous considérez comme problématique d'un point de vue éthique, une décision qui a été prise, quelque chose qui vous gratte au travail, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut nous aider? Oui, pardon. Ouais, voilà, la première étape, c'est effectivement d'en parler à ses collègues. Parfois, il y a une situation qui nous embête, mais on n'a pas une vue globale du problème et on ne sait pas trop pourquoi cette décision a été prise. Et quand on a une vue plus globale, en ayant parlé avec d'autres personnes, ça peut s'expliquer. Bon, ça peut rester un problème éthique quand même. On peut comprendre les compromis, on peut comprendre... Quand on a une vue globale, c'est pas pareil. Mais ça aide aussi à avoir des alliés. Voilà. Donc du coup, la suite logique, c'est si ça marche pas avec les collègues et si une fois qu'on a notre vue globale, rien du tout, on peut quand même poser la question. Alors, on dit pas forcément d'adhérer à un syndicat, faites-le. Mais on dit plus sérieusement, ce qu'on dit, c'est que si vous contactez les gens dans les syndicats, ils peuvent vous aider. Notamment sur le droit du travail, savoir si la situation dont vous parlez, elle est légale de ce point de vue-là. Ils ont quand même pas mal d'infos là-dessus. Et ils peuvent vous mettre en contact avec des avocats qui, eux, de leur côté, le droit du travail aussi, mais il y a aussi le droit des affaires. Donc voilà, ça va aller un peu plus loin. Et là, si tout ça suffit pas... vous pouvez vous ériger en lanceur d'alerte en fait. Avec un avocat. Avec un avocat. En prenant toutes les précautions qu'il faut. Mais contacter des presses et des associations pour que en fait, cette situation qui vous paraît anormale et où la direction vous dit « t'inquiète pas, tout va bien », que ça soit exposé au grand public et que ça fasse comme pour Capgemini et ses projets pour ICE. Après, une fois que tout le monde est au courant, il n'y a plus trop le choix. Ok, donc en fin de... Oui, voilà, on n'a pas pu résister. Donc le bilan, c'est qu'on a tous un rôle à jouer parce que c'est nous qui fabriquons les outils qui sont utilisés par les gens et par la société. Et c'est à nous de voir si ça va faire ça d'une manière que nous, on apprécie, qu'on trouve éthiquement viable. Et si j'essaie de reprendre un peu la partie alignement qui est importante, on vous a parlé d'être aligné éthiquement. Si on prend la keynote de ce matin, on a vu pas mal de choses autour d'alignement personnel et de comment être soi-même et dans son travail. Il y a aussi comment habiter son entreprise, comment être en accord avec ses valeurs, comment être aligné avec l'entreprise. On a eu aussi quelque chose autour de l'alignement personnel et de la productivité. Quand on a un objectif simple, et on peut aller dessus. Dans un talk qui était après, ou dans le talk sur l'architecture qu'on a eu après, il y a aussi eu quelque chose autour de essayer d'obtenir un alignement entre les personnes dans les équipes, et parce qu'une fois qu'on est aligné, ça marche quand même beaucoup mieux. Et qu'une fois qu'on a pris des décisions, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, même si, etc., tout le monde est au courant des compromis qui ont été faits et de pourquoi on a fait ces choix-là. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer. Et voilà. Et notez que quand on n'est pas aligné éthiquement avec son entreprise, avec son travail, c'est quand même... on parle de vécu. Ça provoque des souffrances psychologiques absolument affreuses. Donc l'idée, c'est prenons soin de nous, épargnons-nous ces souffrances qui sont vraiment très, très difficiles à surmonter et faisons en sorte d'essayer d'avoir un numérique plus éthique et qui nous correspond plus
à nous personnellement. Et voilà. Et il nous reste 17 secondes pour les questions. Voilà.